Est-ce que Roberto De Zerbi a trouvé la bonne formule contre Montpellier hier soir? Oui, c'était hier soir. Victoire 5-0. On le rappelle, on va voir la petite déclat de Roberto De Zerbi, si tu peux nous l'afficher. Loïc, c'est parfait. La petite déclat de Roberto De Zerbi après le match. Nous n'avons pas changé notre façon de jouer. Par rapport aux questions sur le plan B notamment, nous avons changé notre structure de jeu, mais nos principes, nos idées, notre style de jeu n'ont pas changé. On verra quand Kondogbia reviendra et pour Brassier également qui était malade. Il est important de ne pas changer la volonté de faire le jeu, de commander le jeu, de défendre à 11, d'attaquer à 11. Cela ne doit pas changer selon la disposition tactique. Voilà ce qu'il a dit Roberto De Zerbi. Est-ce que toi, Maxence, tu as aimé l'OM d'hier de Zerbi? Est-ce que tu as trouvé un petit peu le De Zerbi Ball, le fameux? Sincèrement, je vais peut-être un peu être excessif dans mes propos, mais c'est le premier match vraiment depuis le début de la saison où j'ai été satisfait de la façon dont on jouait. Parce que depuis le début de saison, on a pris des points aussi, mais je ne trouvais pas si conquérant que ça, comme on nous l'avait annoncé. On a beaucoup joué en contre, on a beaucoup planté des équipes, notamment Brest chez eux, oui. Toulouse, pareil. À part Toulouse peut-être, où on avait été aussi un petit peu dominateur, mais c'était aussi parce qu'ils étaient réduits à 10. Là... forcément, on peut revenir sur la faiblesse de Montpellier, ça c'est sûr, mais je trouve que le système de jeu mis en place par De Zerbi change quand même la donne. Je trouve qu'il exagère un peu quand il dit on n'a pas tout changé dans la philosophie. Je comprends ce qu'il veut dire dans la logique, mais moi ce que je vous disais depuis le début de saison, c'était que je ne comprenais pas pourquoi on n'allait jamais sur les côtés. Chaque fois qu'on avait le ballon sur les centraux, on faisait tourner, on avait une possibilité sur les côtés, mais on n'y allait pas. Là, ça a été totalement différent et moi je trouve que le foot quand même à un moment donné, il faut que tu puisses écarter sur les côtés pour pouvoir trouver aussi des failles dans l'équipe adverse et d'avoir un joueur supplémentaire sur le côté, notamment avec Rowe et aidez-moi. Greenwood. Non, l'arrière gauche. Ulysse Garcia. Avec Ulysse Garcia qui a quand même beaucoup dédoublé. Ça change un petit peu la donne par rapport à ce qu'on voyait, quoi. Et donc forcément avec Rabiot et Harit un cran plus haut, là aussi c'est pas tout à fait pareil. Harit on le trouvait totalement esselé en 10, là on a vu qu'un cran plus bas c'était, à mon sens, beaucoup mieux, quoi. Mais pour moi, Harit dans ce rôle-là, parce que l'an dernier aussi il a été utilisé 8 et c'était pas forcément bon parce que autour de lui ça suivait pas. C'est-à-dire que Harit, en fait, je trouve que sa force à Harit, c'est cette accélération qu'il a quand il est genre un peu, tu sais, en sortie de nous, tu es en sortie de surface. Harit va prendre le ballon, il va avoir un mec qui lui vient dessus, il va l'effacer, il va accélérer. Et là, je trouve que c'est bien. Mais après, Harit, ça, c'est pour ça qu'il faut le trouver un cran plus bas. Lionel Messi en 2011, il fait ça, il va jusqu'au bout, il te dribble toute l'équipe, il revient, il te la redribble, il va, il marque. Bon, Harit fait pas ça. Harit, une fois qu'il a fait ce truc-là et qu'il a accéléré, une fois qu'il a fait ça et qu'il a accéléré, il faut qu'il ait un relais. L'an dernier, il mettait un ballon à Ismaïl Assar, bon, c'était fini. Non mais Romain, soyons simples, Rabiot change l'équipe. Ah oui. Du coup, alors, une nouvelle fois, très faible en face. Juste sur sa présence, hein, parce que hier, il est venu en pyjama, il n'a pas fait... Il est tranquille, il joue dans un fauteuil, donc c'est son meilleur match, ça équilibre l'équipe. Sa présence et sa faculté à se déplacer. Oui, en fait, vous avez analysé son match par rapport à ce qu'il a fait, mais en fait, on ne voit pas. Bien sûr. Et Harit joue en sécurité, alors qu'il était fébrile, etc. Alors que là, il joue en sécurité. Le Norvégien, il est énorme parce qu'il joue aussi dans un fauteuil. Donc, ça change toute l'équipe. Une nouvelle fois dans un match facile. C'est pour ça que le test de Paris va être super intéressant. Les derniers qui venaient au pressing, ils venaient au pressing sur Harit. Là, maintenant, ils vont se dire, mais on va presser qui? On va marquer qui à la culotte? On va marquer Harit, on va marquer Rabiot. Et là, ça devient plus compliqué. Non, mais ça s'équilibre. Puis sur les... Alors, j'ai vu aussi un peu, justement, quand il y avait ce pressing, un peu cette organisation de contre-pressing, j'ai vu justement que Harit, un poil plus bas, c'est pas un relayeur, faut pas déconner quand on parle d'Amin Harit, mais je trouve qu'il est intéressant, il est plus intéressant, parce que justement, il va prendre confiance aussi. Il sait qu'il n'a pas un grand... Quand il est 10 et qu'il doit redescendre, suivre un mec, il va le suivre physiquement, parce que c'est pas son... Alors que quand il a un cran plus bas, il a une tâche à faire, bloque ce côté-là, donc il va faire ses pas, il va faire son effort, il va faire son truc. Il faut vérifier qu'il le fasse à chaque fois, mais ça va être plus simple aussi pour lui. Et puis, cette configuration-là, c'est pas juste un changement au milieu de terrain, c'est un changement aussi devant. Parce que les trois de devant, pour moi, tu es en 4-3-3. Le principal changement pour moi du 4-3-3, c'est le profil Luis Enrique Rowe.
Luis Enrique, c'est le mec du 4-2-3-1, c'est-à-dire c'est vraiment le mec sur le côté ailier. Jonathan Rose, c'est le mec sur le côté attaquant d'intérieur. C'est pas pareil. Ils font pas le même truc à gauche. Et je préfère nettement Jonathan Rose sur ce qu'il a apporté, mais j'aime bien l'idée d'avoir vraiment les deux, de compter sur une ligne de 3. Et alors, on le saura jamais, évidemment, mais ce repositionnement tactique de Zerbi, est-ce que ça tient pas de la blessure de Carboni? Ah, tu crois? On a un effectif qui était basé avec 2 numéros 10, Harit et Carboni. T'en as un qui se blesse. De Zerbi se dit, je vais peut-être passer sur un truc où Harit peut être 8 à terme. Je l'espère, ça c'est mon interprétation, on verra bien, mais Ismaël Koné va prendre la place d'Harit. Mais bon, on va l'intégrer à ce truc-là, on va passer un 4-3-3. C'est vrai Carboni, tu l'aurais mis nulle part dans ce 4-3-3. Ah, tu penses qu'il n'aurait pas pu jouer ce rôle-là qu'a joué Harit contre Montpellier, Carboni par exemple? On ne saura jamais. Je sais pas, mais bon, c'est vrai que même si je comprends ce que veut dire Romain, parce qu'aujourd'hui en 10, tu n'en as plus qu'un, pour moi, vraiment, la logique, c'est par rapport à Rabiot. C'est la première fois que ton milieu de terrain domine. Ouais. Tu as dit tout à l'heure, c'est le premier match un peu abouti où tu domines le jeu, tu te promènes. Tu es pas inquiet. D'avoir un joueur qui est capable de se projeter en plus, parce que c'est vrai qu'on aime tous Kondogbia, j'ai l'impression, mais on se dit à chaque fois, c'est pas le joueur qui va faire comme Rabiot en fin de match. Moi, je ne comprenais plus rien. Je voulais qu'il le sorte, Rabiot. Il prenait les ballons, il accélère. Non, Kondogbia, il va côté de Rabiot, ça ralentit le jeu, alors que Rabiot l'accélère. C'est pour ça que tu ne pouvais pas jouer comme on joue en ce moment. Voilà. Là, avec Rabiot en plus dans cette équipe, moi je pense que c'est plus Rabiot qui fait le changement de système que la blessure de Carboni. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais bien sûr, mais ça c'est aussi... Mais on le saura jamais. Oui. Non, mais on le saura jamais, mais c'est sûr. Mais t'as Rabiot, t'as l'opportunité de recruter Rabiot, autant le faire jouer dans ces trucs-là. Et je pense que même, et c'est là où j'aime encore plus de Zerbi, c'est que combien d'entraîneurs à la place de Zerbi on leur aurait ramené Rabiot? D'ailleurs, on va reparler d'un autre entraîneur, un Argentin, où à un moment donné, on lui a dit, qui avait dit je veux Alexandre Song, et quand on lui a dit c'est bon, voilà, on a trouvé une solution, tu vas voir Alexandre Song, il a dit non mais c'est bon, Alexis Romao va faire le job. Bon, là, on salue le sélectionneur de l'Uruguay, même si on l'aime beaucoup sur d'autres points. Peut-être futur ex, ouais, c'est vrai. Mais je dis ça, de Zerbi, on lui a dit tu prends Rabiot. Il n'a pas dit, dans mon système, il fera ça, il fera juste 6. Il a déjà l'accent marseillais, alors, comme ça. il l'a mis, et on met Rabiot dans ses... Alors, j'espère que ça sera sur la durée, mais pour moi, c'est tout bénéfique. C'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, quand on cherchait un remplaçant naturel à Harit, on pensait à Carboni qui n'est plus là. Maintenant, si on cherche un remplaçant naturel à Harit, comme tu le disais, je pense que le petit Koné, il a une carte à jouer. Et voire même dans des gros matchs, moi je ne serais pas étonné. Peut-être que vous ferez le coach chez nous, évidemment, jeudi soir, mais je ne serais pas étonné qu'on joue avec Kondogbia en plus au milieu de terrain contre Paris. C'est possible, oui. Avec 3 milieux, tu vois. Tu ferais quoi du coup, toi, pour ce que je viens de te dire. Kondogbia, Højbjerg et Rabiot au milieu de terrain. Là, tu es bien au milieu. Là, tu es solide. Du coup, c'est-à-dire tu mets... Kondogbia et Højbjerg sur la même ligne. Non. Comme on a joué là, avec Højbjerg derrière. À la place d'Harit. Et Kondogbia un cran plus haut. À la place d'Harit, où je dis à Rabiot. Tu n'es pas très créatif. Je dis à Rabiot, c'est toi qui va créer là. Par contre, c'est toi qui va faire le jeu un peu comme Harit l'a fait. Et je dis à Kondogbia, toi par contre, c'est Paris, je veux que soit costaud au milieu. Bon. Je pense que ça n'arrivera pas, mais ça pourrait être aussi une possibilité. Le problème, c'est que Rabiot n'a pas joué depuis longtemps, que le rythme est supérieur. Est-ce qu'il va tenir 90 minutes contre Paris où ça va plus vite? Il va falloir aussi peut-être penser à le changer. Parce que moi, ce qui me gêne aussi, c'est que Kondogbia, on le sort de... Moi, je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais début de saison. Et par la force des choses... Ah oui. On le sort. Alors bon, hier, vous parliez aussi de le mettre en défense centrale. Oui, et puis surtout par rapport à la déclaration de Roberto De Zerbi, je ne sais pas s'il peut la remettre. Finalement, il laisse la porte ouverte. Il laisse la porte ouverte. Heureusement, et ça encore, excusez-moi, je ne suis pas son attaché de presse personnel à De Zerbi. Ce n'est pas Media Training, mais quand même, tiens, un joueur, sa femme accouche. Il reste auprès, donc du coup, de sa femme, de son enfant, encore heureux. Enfin, je veux dire, on aime tous l'Olympique de Marseille, mais à un moment donné, c'est normal. Ça prend plus de temps que prévu. Il ne peut pas rejoindre l'équipe.
je trouve que c'est bien de la part d'un entraîneur de dire attention, on l'oublie pas, il était là. Enfin, tu vois, tu peux pas dire à un mec décemment bon, ben écoute, il y en a d'autres qui ont saisi sa chance. Désolé garçon, heureusement qu'il a une pensée pour lui après le match. Enfin, voilà, c'est mais il a pas cité Koné, par exemple. Il aurait pu aussi. Mais il a fait rentrer. Et par rapport à ce que tu dis sur ce truc au milieu, moi, il y a un autre joueur qui pourrait tirer bénéfice de ça. Je suis curieux de voir s'il va y arriver. C'est Valentin Rongier. Oui, c'est vrai qu'on en parle dans le chat. Il a dit j'ai vu un message, vous oubliez peut-être un peu trop Rongier, Elbrog. Moi, Rongier, dans ce rôle-là, il m'intéresse beaucoup. Parce que déjà, c'est ce qui faisait un peu ce côté milieu relayeur avec Villas-Boas. Et puis surtout, il va jouer aussi sur ses qualités. C'est-à-dire qu'il va récupérer efficacement. Au moment où il récupère, il est capable de se défaire du mec qui vient sur lui, ce que j'ai décrit au début. Et après, il va lever la tête et il va avoir Rowe, Greenwood, Wai qui peut toucher, et comme on l'a vu sur le... ça va pas être... Non, mais c'est sûr que de toute façon, on a des joueurs polyvalents, parce que moi, Rongier, je persiste et je signe à dire qu'on va peut-être le voir plus souvent arrière droit aussi. Il est rentré au milieu de terrain, je pense qu'il est déclassé. Moi, je pense aussi. Alors qu'arrière droit, je pense, sur l'effectif qu'on a aujourd'hui, je le vois plus parce que titulaire au milieu. Même avec le système qui est mis en place aujourd'hui, on peut très bien imaginer qu'un Rongier ou un Merlin, quand il reviendra, revienne encore donner une densité au milieu de terrain et qu'on étouffe complètement nos adversaires en étant surnom au milieu. Donc tout est possible. C'est sûr que si on joue à 6... Ben oui. Mais aussi dans la question, a-t-il trouvé la bonne formule, c'est aussi, je voulais parler un petit peu de l'aspect défensif. Ce qu'on a vu en première période, on regardait le match en plus ensemble, Romain, où Montpellier finalement s'est procuré quand même pas mal de situations, mine de rien, alors que c'était quand même assez faible en face. Et il y a cette défense-là, Cornelius, Balerdi, que nous on a trouvé plutôt pas mal. Est-ce que sur cette défense-là, il a trouvé la bonne formule? Et est-ce que à plus long terme, vous êtes quand même inquiet de l'aspect défensif global de l'OM? Moi, je trouve que devant un milieu très très fort, je trouve que la défense, Brassier ne me transcende pas, Cornelius encore moins. Enfin, je trouve que c'est par rapport au reste de l'équipe, je trouve que c'est en dessous. La défense m'inquiète plus. Je trouve dur, Cornelius. Autant Brassier n'a pas fait de bon match depuis le début de la saison, autant Cornelius, moi je ne l'ai pas vu faire mauvais match. Je veux dire, tu vois le Norvégien au milieu, tu dis putain, c'est un vrai bon joueur. Non. Tu vois Cornelius, tu dis pas putain, c'est un vrai bon joueur. Tu dis c'est un bon joueur. Oui, c'est un bon joueur. Balerdi, il a fait une très belle saison l'année dernière, j'espère. Je trouve un petit peu moins bon pour le moment. Et les arrières latéraux, il y en a pas un où je dis putain, c'est une trouvaille. Rove, tu dis c'est une trouvaille. Greenwood, tu dis il est au-dessus. Ouais. Les autres, tu dis pas qu'ils sont au-dessus. D'ailleurs, si tu regardes bien, moi quand j'ai vu la compo, gardien est au-dessus. Ouais, ça c'est vrai aussi. Moi quand j'ai vu la compo et que j'ai vu que c'était Lirola et Ulysse Garcia, forcément je me suis dit on va plus jouer pareil parce que t'as plus un des deux qui va venir faire le troisième axial, quoi. Donc du coup la logique de jouer un vrai 4-3-3. Donc les prochaines compos, on va de suite voir. Si tu as deux latéraux, ça voudra dire qu'on joue de la même façon en 4-3-3. Si tu as un latéral qui va peut-être faire le troisième axial, ça voudra peut-être dire qu'il va vouloir rechanger d'avis, quoi. Et si tu regardes bien l'effectif qu'on a aujourd'hui, avec notamment la blessure de Carboni, maintenant tu es équilibré. À limite 22 joueurs si tu prends en compte les gardiens et que tu intègres Sternal. Et tu as vraiment les mecs, tu peux les disposer à chaque fois avec 2 mecs par poste. Ouais. Tu mets, et d'ailleurs, les 2 premiers changements, c'est des changements poste pour poste, où tu as vraiment cette concurrence qui bat son plein. Ro, Luis Enrique, à l'heure de jeu. De l'autre côté, Lirola, Murillo. Tu as vraiment poste pour poste. Tu peux te dire que Højbjerg et Kondogbia dans ce rôle un peu sentinelle. Si tu mets Rongier et Ismaël Koné, ça te double les 2 milieux. Bamo Meïté et Brassier te couvrent Balerdi et Cornelius. Tu peux le faire sur absolument tout le monde. Wai Mopé, Greenwood, Sternal. Mais tu vois, si tu as une compo au départ, qu'on ne sait pas comment on va jouer, et que tu as Murillo et Merlin, tu pourras te poser la question quand même, te dire, alors ça veut dire que Merlin, il va remonter vraiment sur le terrain, que Murillo va devenir le troisième axial, et pourquoi pas même avoir les 2 possibilités dans le match, ça serait fort quand même, tu vois, de la part de Roberto De Zerbi. Parce que là, forcément, tu n'avais pas ces 2 possibilités, et quand c'était l'inverse, que tu avais Brassier, par exemple, tu te disais, Brassier, il joue, c'est pas pour aller faire des allers-retours sur le couloir, c'est vraiment pour faire le troisième axial. Donc, en fonction des joueurs que tu mettras sur le terrain, tu pourras plus ou moins deviner la tactique de De Zerbi.
Tiens, il y a le PB de Oro qui nous dit: que pensez-vous de l'entrée de Sternal avant de clôturer un petit peu le chapitre Pas bon, mais pas grave. Max, toi, t'as... Bon, on va dire pas grave, évidemment, aussi, parce que bon... Mais moi, je me pose toujours des questions. Pourquoi quand je vois les autres clubs, tu parlais tout à l'heure de Mayoulou, j'ai vu aussi Malik Fofana, là, les mecs, ils ont il y a un an aussi de le plus. Lillois, là, le milieu de terrain lillois. Ils ont juste un an de plus, ils sont pas... Je ne parle pas de Barcola qui avait 2 ans, par exemple. Tu vois, c'est pas la même chose. Les mecs, ils ont le même âge quasiment. C'est des phénomènes, quoi. Et nous, on nous dit, moi, je vois pas les matchs de Sternal. Et Barcola, ça fait 4 ans qu'il est lancé. C'est-à-dire que Barcola, ils l'ont lancé, Lyon. Mais par contre, j'entends depuis des années, ouais, Sternal, vous allez voir, Sternal. Pour l'instant, mais j'ai rien vu. Voilà. Par contre, les autres jeunes dans les autres clubs, je les vois faire des matchs extraordinaires. Alors, est-ce que c'est de la pression de l'OM? Peut-être c'est la pression, il y a trop de pression. Je ne sais pas ce qui fait que les autres jeunes au même âge réussissent. À Paris, quand tu rentres, tu dois avoir la pression aussi. Tu as des stars à côté. Pourtant, ce mec, il fait des matchs, quoi. Mais oui, tu as une politique. Et encore, que De Zerbi a l'air de plus les intégrer. C'est-à-dire que Marseille, tu n'as pas de sérénité, tu es toujours dans l'urgence et les entraîneurs n'osent pas. Donc les gamins, ils n'ont pas l'occasion de... Tu les amènes pas en tournée. Paris, c'est un club tellement... D'abord, tu as des conditions. Le centre d'entraînement de Paris et les équipements des pros, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Hein, il faut être honnête. Tu n'as pas mieux. Tu as Monaco en réduit. Mais sinon, c'est somptueux. Et ils ont une politique d'intégration aux entraînements, dans la vie du club, qui est différente de la nôtre. Regarde le nombre de jeunes. Zaïd Emery, il n'est pas très vieux. Hein. Ah oui, il est titulaire, etc. Ce qu'on n'arrive pas à faire. Après, bon, il y a plein de choses. C'est qu'eux aussi, ils ont les premiers choix dans les politiques de jeunes. Parce qu'ils ont un discours qui peut s'entendre, qui est de dire, les agents en jouent énormément en disant, on va placer votre fils à Paris. Et les gens disent, si ton fils il réussit pas à Paris, il va réussir ailleurs. Les Moussa Diaby, les Christopher Nkunku, les machins. Bien sûr. Donc en fait, les mecs savent qu'une fois que tu as le label... Quand même, on avait l'impression d'avoir eu, pour une fois, un premier choix aussi. De tout ce qu'on entendait autour, tu vois, on se disait, c'est vraiment l'un des meilleurs de sa génération. Et nous, c'est vrai que là où c'est très dur, Konécha, je ne sais pas si vous vous souvenez de Rafidine Abdullah. Qui était un milieu de terrain, et j'ai pu en parler avec lui. Il démarre à l'OM et c'est vraiment un milieu de terrain qui bouscule les choses. On le fait rentrer, on se dit c'est un minot, mais on a confiance en lui et compagnie. Match contre le PSG, il joue contre le PSG, il arrive à mettre des trucs un peu, mais deuxième mi-temps, en fait, il fait que des passes latérales et le match, il s'est fait. Et sur ces passes latérales, il commence à se faire siffler au stade. C'était plus, on sifflait l'ambiance. Parce qu'au final, ce match-là, ça fait 2-2 et la deuxième mi-temps, 2-2 à la mi-temps et puis 2-2 score final. La deuxième mi-temps, il n'y a trop rien. En fait, les gens étaient frustrés parce que c'est OM Paris, tu as payé ta place chère et machin, tu viens, c'est un truc et tout. Et ce match-là, mentalement, il n'était pas prêt, il a vécu un truc. Donc nous, Sternal, même là, nous, de faire des trucs, des émissions, des trucs, d'en parler à chaque fois et tout, ça le met lui face à une responsabilité quand il rentre en Ligue 1. Après, à lui de prouver. C'est pour ça que je dis c'est bien qu'il soit rentré. Je parle pas de Sternal, mais si tu craques parce qu'on te siffle sur ton premier match pro, c'est que tu n'es pas un champion. Tu seras jamais un grand joueur. Surtout qu'on l'a pas c'est pas c'est pas le cas de Sternal. En règle générale, si le gamin, je me souviens très bien de ce match, c'est ce gamin qui était bon effectivement. S'il craque parce que contre Paris Saint-Germain, ton premier match, tu fais des passes latérales et tu as 3 couillons qui te sifflent, c'est que tu réussiras pas dans ce milieu-là. Et la suite te donne raison. Mais concernant Sternal, c'est pour ça que c'est bien qu'il rentre, qu'on désacralise le côté rentrée, que ce soit pas, on le voit au mois de mars pour la première fois, et qu'on se dise, allez, là on va voir ce que tu as dans le ventre. Là où c'est pour moi un peu perturbant, c'est qu'on le fait rentrer 2 fois quand on mène qu'il y a 4 buts d'écart, quoi, ou 5 buts d'écart. Mais tu peux. Non, mais ça veut dire quand même que tu n'as pas une extrême confiance en lui. Tu as vraiment des doutes. Tu prends pas beaucoup de risques sur tes jeunes. Tu vois, Barcola, il fait un très mauvais début de saison l'année dernière. Et ils le mettent chaque fois, il explose. Mais il n'est pas très bon. Barcola, ils l'ont payé 50 millions. Et par contre, quand Lyon l'a lancé 3-4 ans avant, c'est quand ils ont fait des phases de poule d'Europa League, des trucs comme ça, où ils mettaient vraiment une équipe un peu michoui.
On va voir. Et c'est peut-être, voilà, nous, ce qu'on n'a pas cette saison. Oui, il nous manque effectivement cette Conference League qu'on aurait pu accrocher ou on aurait pu faire tourner avec certains joueurs. Mais c'est vrai. Mais est-ce qu'aussi on est prêt à justement à ce qu'il fasse des rentrées peut-être un peu insipide, mais lui donner du temps de jeu qui. Si tu y crois, il faut faire ça. Peut-être que là, il rentre à 5-0. Peut-être la prochaine fois, il rentrera quand on gagnera que 4-0. C'est bien. Là où tu as raison sur ce que tu dis, c'est que effectivement, si on le fait rentrer, moi je pense que ça ne peut pas non plus mettre un joueur extrêmement compétent. Toi, tu vas avoir tendance à te dire, il a rien à perdre, il rentre à 5-0. Sauf que peut-être que le gamin, il se dit aussi, en fait, on me fait rentrer que. Non, mais il joue. Il est titulaire. Il a joué 2 fois 20 minutes. Tu prends un but, c'est encore pire. Non, mais tu joues 2 fois 20 minutes. Donc, je veux dire, c'est très dur. Quand tu rentres et qu'une équipe gagne 5-0, les titulaires ont fait le job, donc ils sont plus dans un truc de récup. Toi, tu rentres. C'est pas la même. Si rentrer, tu vois ce que je te dis. Je comprends. Les 8 fois 10 minutes, c'est mieux que 2 fois 20 minutes quand tu gagnes 5-0. Il vaut mieux faire un gros match dans un match difficile qu'un match, comme tu as dit, où tout le monde est déconcentré parce que le match est plié. Tu le fais rentrer, tu es 1-1. Peut-être qu'il se dit aussi, on me fait rentrer pour que je fasse la différence. Tu vois, il a cette motivation supplémentaire. Si c'est un champion, tu le reverras. Oui. S'il n'a pas le moral pour ça, ça sera un de nombreux joueurs talentueux qui passera. En tout cas, tu parlais de joueurs sifflés tout à l'heure. Il y en a un qui s'est fait siffler cette saison. Il a peut-être lancé sa saison à Montpellier. On va en parler. Ça, c'est la troisième partie.